Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Bonjour, nous voilà de retour après une petite semaine d'absence pour un nouveau numéro de Cinérama et au programme deux films assez curieux, Downsizing d'Alexander Payne et Normandie nue de Philippe Legay. C'est pas tout à fait la même chose, mais vous allez voir, il y a des bizarreries quand même. On va parler de ces deux films avec Samuel Douer. Bonjour Pierre. Samuel. Et en deuxième partie, toi et moi donnerons quelques conseils pour un peu dans tous les sujets. Pour du cinéma chez soi ou en salle? Ou en salle, absolument, ça sera bien. Donc, on va commencer par parler de Downsizing. Alors, c'est un sujet extrêmement étrange. Je ne vais pas le raconter, je vais laisser la bande-annonce le faire. Donc, on commence par regarder un extrait de la bande-annonce et vous allez comprendre l'étrangeté du film. Today, we're proud to unveil the only practical remedy to humanity's gravest problem, overpopulation. Are you ready, Doctor? Yes, I'm ready. Wow, that is wild, isn't it? Downsizing takes the pressure right off, especially money pressure. We live like kings. You want my advice? Leisure land's where you want to be. In leisure land, your $100,000 translates to $12 million. Okay, let's go for it. I love you. I love you too. You will undergo the permanent and irreversible procedure known as downsizing. It's just frantic. You've got to call. Paul, don't be mad at me. Please don't be mad. I can't leave my family. You're not leaving me here. I'm not fucking you just all! As large as you can, please. Be a little bit pathetic, Papa. Who are you to talk to me that way? I'm Dusan Mirkovic, your neighbor. Neighbors are friends, friends tell friends the truth. Alors, ce film, je vais commencer par dire que c'est quand même curieux de rater un film au sujet aussi étrange. Bon, tu veux me dire que c'est un peu expéditif comme critique. On va nuancer un petit peu. Bon, alors nuance. Non, alors effectivement, le film est quand même à l'arrivée un peu décevant parce qu'il loupe un peu son sujet. Comme tu dis, il a un sujet en or. Donc on a compris la miniaturisation des individus. Et alors, son sujet, en fait, il le tient pendant, on va dire, 40 minutes. Et puis, alors ça met un peu de temps à démarrer, le temps qu'il explique tout le contexte. Oui, peut-être ça, c'est un peu lourd. Après, là, vraiment, ce qui est très réussi, c'est le processus de miniaturisation. On découvre la vie effectivement pas très rigolote de Matt Damon et de sa femme. Donc, ils se disent, comme ça, en étant plus petit, on va mieux vivre, paradoxalement, mais c'est comme ça. Et là, tout le processus, donc, et quand il arrive dans le fameux laboratoire, ça, c'est super bien, c'est très drôle. Il y a un petit côté comédie musicale dans la mise en scène. Drôle et un peu effrayant. Oui. Parce que là, je te rejoins, ce passage-là, c'est-à-dire quand Matt Damon se décide à se faire miniaturiser, on va le chercher, on commence par le raser, on lui épile son cils, on lui enlève les appareils dentaires ou les bridges. Voilà, parce qu'évidemment... Ça, on ne peut pas le miniaturiser, donc ça serait un petit peu embêtant. Ça sera un peu embêtant si, avec 12 cm, il a des dents comme ça, donc il peut avoir des accidents terribles d'ailleurs. Ça, c'est très réussi. Mais qu'est-ce qu'il en fait de ça, Alexander Payne ? C'est qu'après, évidemment, on voit bien ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire une espèce de satire de notre monde d'aujourd'hui, en particulier des États-Unis, sur l'aspect surconsommation. La ville où il se retrouve, c'est un petit peu c'est un peu le symbole de ces communautés fermées aux États-Unis où les riches vivent entre eux, protégés du monde extérieur. C'est toujours aussi moche. Hein. Alors, au point de vue miniaturisé, que ce soit miniaturisé ou pas miniaturisé, les villes américaines sont toujours aussi rose bonbon et ils gardent leur mauvais goût. C'est mauvais goût absolu. Ça n'a rien changé. Voilà, et ça, on voit bien ce qu'il veut faire. Et la satire tourne court assez vite parce qu'elle est assez convenue. Et alors, par là-dessus, il greffe une espèce de fable philosophique. Alors, je vais être très gentil en disant à la Swift, genre les voyages de Gulliver, mais c'est beaucoup moins bien. Hein. Et là, ça marche pas très très bien. Toute la morale du film, qui est en gros, pour sauver la planète, il faut une action collective, mais on peut pas faire une action collective si individuellement, on n'a pas réfléchi à ce qu'on est.
Ok, Voilà. bon, c'est Oui. un peu gnangnan. Et puis alors, plus on va pas raconter évidemment la fin, mais plus on s'enfonce dans le sujet que tu viens d'évoquer, et plus ça devient un peu balourd. Voilà, et ça dure 2 heures. Voilà, le problème c'est ça, c'est que aussi, le film dure vraiment très longtemps. Il y a plusieurs films en un, et voilà, il ne sait pas trop choisir. Et à un moment, cette absence de choix, c'est très préjudiciable au film. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y a des scènes très réussies. Puis un sujet. Matt Damon est bien. Matt Il y Damon a est bien. Christophe Waltz, qui en fait des tonnes, mais il est toujours drôle. Moi, il me fait toujours rire. Moi Il aussi, fait un personnage sauf de que- mafieux Balkan qui miniaturisé, mais qui très cyniquement reproduit tout le côté d'exploitation. Et il profite de sa miniaturisation pour s'enrichir encore plus avec son frère qui est resté, lui, grand. Voilà. Donc, non, mais alors, le problème, c'est que si on caricature un peu, on va continuer, c'est que le malheureux Matt Damon, dans l'histoire, il n'a pas de chance. Parce que déjà, on commence par le voir au tout début avec une mère atroce. Il est marié à une femme qui va se révéler pas extrêmement gentille. On va pas dire non, ce qui se passe, non, hein, mais elle a quand même des défauts. Il rencontre miniaturisé une femme qui pourrait être une petite copine, mais qui a un peu l'âge, qui est un peu là. Et il finit par rencontrer une Vietnamienne qui a été miniaturisée par force, etc., qui le traite vraiment comme un larbin à un moment donné, même si elle est censée lui apporter l'humanisme dont il manque un tout petit peu. Il n'a pas de chance avec les femmes, ce garçon. On ne peut pas dire. Mais ça, à la limite, ça pourrait être assez marrant, quoi. Mais c'est pas... Mais voilà, c'est pareil, il n'ose pas, c'est-à-dire qu'il est... je pense le film pourrait être vraiment très corrosif, et je pense qu'il a eu un petit peu peur de ça. Alors peut-être aussi que c'est un très gros budget pour lui par rapport au film qu'il a fait précédemment. Il n'a peut-être pas fait exactement ce qu'il a voulu, même s'il a eu le final cut à l'arrivée. Peut-être que le scénario, il a peut-être dû composer un petit peu et faire ce produit un peu hybride et un peu décevant. Moi, je crois quand même qu'il aurait fallu, Dieu sait qu'aux États-Unis, comme partout, on relit beaucoup les scénarios. Mais alors là, je me demande quand même s'il n'y avait pas ce qu'on appelle à l'ancienne un producteur qui aurait dit « Non, mon cher Alexander, là, ça patine un peu, on va le réécrire. » Puis une demi-heure de moins. Et 20 bonnes minutes de moins. Mais enfin, l'originalité du sujet est telle, et si on est fan de Matt Damon... Et pour quelques scènes quand même vraiment drôles. Et quelques scènes drôles et semi-effrayantes dont on vient de parler. Bon, c'est pas une très grande réussite, mais ça peut le faire pour une sortie de week-end. On peut dire ça. Alors, deuxième film, c'est Normandie nue de Philippe Leguet, qui a eu quelques succès à son actif, notamment les femmes du 6e étage. Alors là aussi, c'est un drôle de truc. Là aussi, je ne vais pas raconter l'histoire et je vais laisser un des interprètes, François Cluzet, la raconter et on en reparle du film tout de suite après. Samuel, si tu le veux bien. On rentre en force dans une grande surface et on prend le directeur en otage. Non plus, non. Bah on se pend alors. Non, on se pend pas, c'est tout le contraire. On va se mettre tout nu sur un champ. Je crois que c'est un passionné, c'est-à-dire qu'il consacre sa vie aux villageois. Il est une espèce de maire paternaliste. Comme ça, il est convaincu que pour sauver le village, il faut taper un grand coup. Au début du film, on les voit essayer de bloquer une autoroute, et puis on voit le résultat, c'est que finalement, il y a très peu de choses aux actualités. Donc d'un seul coup, il a l'idée, puisque l'opportunité se présente qu'un grand photographe américain veuille faire une photo de tous ces villageois tout nus dans un champ, de leur dire c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on va parler de nous, on va se mettre à poil pour sauver notre peau. Alors là, on change, c'est pas une grande production américaine, c'est un petit film franchouillard. Oui, on peut dire ça. Alors toi, vas-y. Alors, sujet plutôt marrant, donc on a compris ce que nous a raconté François Cluzet dans l'interview qu'il a accordée à Télérama.fr. Donc c'est ce photographe américain qui aime faire des mises en scène de kidam nus dans un décor typique. Donc là, un beau champ normand dans l'Orne. Voilà, c'est un peu comme Downsizing, le film part un peu dans tous les sens. Ça se veut à la fois une chronique du mal-être rural, notamment des éleveurs aujourd'hui. Oui. Ça se veut un film un peu sentimental. Ça se veut une espèce de satire du regard des Américains sur la France et vice-versa. Voilà. Et
le film un peu s'éparpille, je trouve, n'est pas très bien écrit. Il y a un problème vraiment de construction, c'est-à-dire qu'on démarre le film avec en voix off le personnage d'une petite fille qui est une petite Parisienne qui débarque bien malgré elle en Normandie parce que son père parisien en a marre des bouchons et veut revivre au grand air. Donc elle donne un peu le ton qu'on va dire ça va être une fable, regard d'enfant et tout. Le personnage, il disparaît très vite, on le revoit un petit peu. Si quand même, tu exagères. On change de point de vue complètement, après on passe complètement à autre chose. Le film passe sans arrêt d'un personnage à l'autre comme ça, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur, moi je trouve, et c'est un peu lâche au niveau de l'écriture. Alors, je vais le défendre un peu, parce que c'est pas quand même le film ni de ma vie, ni de l'année. Non, ce que je trouve à peu près sympathique, et ce que Philippe Leguet réussit souvent, c'est donner de la sorte de chaleur à ces personnages un peu exotiques, mais qu'il peint bien, c'est-à-dire le personnage interprété par Philippe Rebaud, par exemple, ou par Cluzet, qui, en mer, qui veut absolument réussir cette photo de nu de village pour lancer le village, Je trouve qu'il est vraiment très bien. Parce que bien, oui. Les comédiens sont plutôt bien. Mais Cluzet, qui quelquefois en fait beaucoup, là il en fait pas mal, c'est sûr, mais il est bien. Et je trouve qu'il y a plein de personnages, Grégory Gadebois, là aussi dans un emploi qu'il commence à connaître par cœur, c'est vrai. Mais tout ça est assez chaleureux, assez sympathique. Le film est sympathique. Hein. Ça ressemble un peu à ce que Philippe de Broca pouvait faire quand il faisait les Caprices de Marie avec Marthe Keller et toute une joyeuse bande autour, c'est-à-dire la France éternelle, confronté à l'américanisation et à la mondialisation, en quelque sorte. Ça, je trouve ça sympathique. Alors, il y a deux problèmes, moi, tout légers, qui se posent à moi. C'est à un moment donné où on voit donc les villageois faire, les paysans, bloquer une route. Alors, moi, je pose une question. Pourquoi bloque-t-il cette route-là? Parce qu'il n'y a pas une voiture qui passe. C'est sûr. Il y a pas de figuration. Il n'y a pas une... Si, il y a une voiture qui passe. La voiture des Américains. La voiture des Américains, du photographe, et c'est tout. Alors, je ne sais pas si c'est très logique de bloquer une route où personne ne passe. Bon, ça, c'est un peu... Et deuxièmement, le photographe qui est interprété par Toby Jones, qu'on a vu notamment dans le rôle de Truman Capote, bon, c'est censé être un photographe professionnel et qui connaît bien son métier. Voilà. Et il tombe en extase devant les vieux appareils que vend un des petits jeunes du village, là, comme s'il n'avait jamais vu de l'argentique, quoi. Vu l'âge du photographe, forcément, il les connaît. Ou alors, c'est vraiment... ou alors, c'est pas bien dit dans l'histoire, mais c'est un escroc. Oui, voilà. Parce qu'elle n'a pas l'air, visiblement. On croit comprendre qu'il est très connu, très coté. Voilà. Alors, ça m'étonne quand même qu'un grand photographe de renom n'ait jamais entendu parler des petits appareils de notre fois, genre au contraire, quoi. Enfin, voilà. Bon. Et c'est dommage parce que la scène est assez jolie par ailleurs. Cette scène-là où le photographe rencontre ce fils d'un photographe quasi amateur, enfin d'un vendeur de photos qui faisait des petites photos d'identité. Arthur Dupont. La scène est assez jolie en plus. Là, le dialogue marche bien, mais, sauf évidemment ce côté totalement absurde, quoi. Enfin, je veux dire, bah oui, c'est dingue. Mais bon, si on aime les petites comédies chaleureuse, rigolote, un peu nostalgique. Bon, avec beaucoup d'indulgence, ça peut avec passer. Un peu d'indulgence, ça peut passer. Voilà, donc ça, on parlait de Normandie nue de Philippe Leguet. Alors, petit conseil, Samuel, on va commencer par toi. Le premier, c'est un conseil télé. Oui, alors c'est 2 films télé, parce que c'est 2 films qui sont indissociables. Il s'agit de Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima de Clint Eastwood, qui sont diffusés sur Arte ce dimanche 14 janvier et lundi 15 janvier à 20h50, première partie de soirée. Alors, c'est quand même un projet fou qu'avait fait Eastwood. Au départ, il devait faire un film de guerre sur la bataille d'Iwo Jima dans la guerre du Pacifique, à travers le regard américain. C'est l'histoire de la photo très célèbre des soldats américains qui plantent le drapeau sur l'île d'Iwo Jima, qui est une photo totalement fabriquée pour les besoins de la propagande. Et le film Mémoire de nos pères raconte assez brillamment et le combat et la fabrication de cette photo. Et ensuite, qu'en quoi la mémoire a pu, qu'en quoi les acteurs de cette photo ont pu être perturbés par cette opération de propagande. Alors, Spielberg, en réussissant ce film, en plus en le tournant, a réussi à convaincre son producteur, qui était Spielberg, de faire j'aimerais bien faire le même film, mais du côté japonais, c'est-à-dire. Et donc, c'est assez fascinant de voir
Donc là, on pourrait voir sur Arte un soir, puis le lendemain, le chant et le contre-chant de la même bataille. C'est ça qui est intéressant. Et alors alors je sais que le film a été assez mal perçu par Télérama à l'époque de la sortie, il a dit Iwo Jima. Moi, je l'aime beaucoup, personnellement. Mais t'as le droit. Voilà. Mais t'as le droit. Et le film est beaucoup plus simple que Mémoire de nos pères, parce que là, on est uniquement du point de vue des Japonais qui sont terrés, parce qu'en fait, c'était vraiment une opération de suicide collectif. Hein. Ils ont eu l'ordre de résister jusqu'au dernier en étant cachés dans l'île, dans les grottes. Et donc, c'est le point de vue de ces soldats qui sont terrés et qui donc voient la mort arriver. Donc le film est vraiment bouleversant. Et en plus, je trouve que c'est très beau pour un film américain, c'est-à-dire qui est tourné en langue japonaise et qui donne vraiment qui donne le beau rôle à ces soldats japonais qui, dans toute l'histoire du cinéma hollywoodien, ont été considérés comme des ennemis et des ordures, quoi. Donc voilà, et le film est vraiment très beau. Une petite réhabilitation, en tout cas du côté de Télérama. Du côté de Télérama, voilà. Donc à regarder sur Arte. Alors moi, c'est une réédition d'un film de 61 en noir et blanc qui s'appelle Les bas-fonds new-yorkais de Samuel Fuller. Samuel Fuller, il a plein d'hommages un peu partout maintenant. Il y a une rétrospective à la Cinémathèque. À la Cinémathèque. Plein de livres. Voilà, il délivre un peu partout. Et là, pour voir un film, c'est formidable la façon, parce que l'histoire est assez basique, c'est un type qui veut venger son père. Voilà. Et puis, il s'introduit dans une prison pour tuer le premier. Et puis, en tuant le premier, il lui fait dire les 3 autres complices qu'il va poursuivre au long des années jusqu'à les décimer tous, enfin plus ou moins tous, à la fin. Ce qui frappe, c'est la qualité de la mise en scène, une espèce de brutalité de Fuller, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment, pas de psychologie, ça fonce, c'est cadré avec des cadrages absolument inouïs. La seule chose qui va pas, c'est la musique. Elle est un peu omniprésente et elle souligne trop l'action. Mais vraiment, il faut voir pour comprendre à quel point le cinéma américain de l'époque était à la fois brutal, efficace et révolutionnaire d'une certaine façon. Et la brutalité, en plus, que souvent Fuller est accusé d'être un peu un cinéaste qui glorifiait la violence, et c'est pas du tout le cas. Pas du tout. C'est un cinéma violent, un cinéma brutal, mais qui au contraire montre à quel point la violence est malheureusement constitutive des États-Unis, mais aussi une horreur, quoi. Oui, c'est une horreur. Et il y a un personnage de femme. L'actrice est quelquefois, dans certaines scènes, pas très bonne et quelquefois magnifique, et elle apporte une note tout à fait différente à cette espèce de brutalité virile, en quelque sorte, que Samuel Fuller dénonce, tout en étant légèrement fasciné par elle quand même. Troisième choix, alors, Samuel. On change complètement d'univers. Oui. C'est un livre consacré, alors c'est l'art des studios Hardman. Donc, les studios Hardman, c'est Wallace et Gromit, oui. Chicken Run, Les Pirates, etc., Shaun le Mouton. Donc c'est l'art du film d'animation en pâte à modeler, donc par les Anglais du studio Hardman. Donc c'est vraiment un très beau livre qui montre en gros les préparatifs, les coulisses des studios, c'est-à-dire comment on fait ces films où c'est image par image, c'est très compliqué. Et donc il y a beaucoup de croquis préparatoires, de photos qui montrent à la fois sur la construction des personnages, sur les décors et sur vraiment les détails, parce que c'est vraiment un cinéma dont le charme repose beaucoup sur le pointillisme des décors. Voilà, et donc tout ça explique vraiment ça de manière assez simple mais très très complète, avec de très belles photos. Donc c'est l'art des studios Hardman aux éditions de La Martinière. C'est 20 € seulement, c'est pas très cher. Et moi, je finis par un DVD. Alors, c'est la réédition d'un film de Stanley Donen qui s'appelle Arabesque, avec Gregory Peck et Sophia Loren, qui date de 66 à peu près. Alors, très simplement, Stanley Donen, 3 ans auparavant, fait un film que tout le monde connaît, qui s'appelle Charade, avec Cary Grant et Audrey Hepburn. Et 3 ans après, il fait à peu près la même chose, c'est-à-dire un film d'aventure. Sauf que dans Charade, c'était Cary Grant qui mentait tout le temps au cours d'une intrigue extrêmement compliquée. Et dans cette intrigue non moins compliquée, c'est Sophia Loren qui ment tout le temps et c'est Gregory Peck qui la suit d'aventure en aventure. Alors ce qui est absolument formidable, c'est que Charade était classique au point de vue mise en scène, et là c'est filmé avec une sophistication mais incroyable, c'est-à-dire que c'est filmé à travers des miroirs, à travers des phares de voiture, à travers des loupes grossissantes, c'est complètement artificiel, c'est passionnant, c'est rythmé, et c'est vraiment, on passe un moment absolument formidable. Sophia Loren d'une beauté
à tomber là, habillée par Christian Dior, elle change de robe et de toutes les scènes, voilà, c'est pas compliqué, et elle est absolument extraordinaire. Gregory Peck, Donnan aurait préféré Cary Grant, mais qui s'était senti un peu trop vieux pour le rôle, et c'est Gregory Peck qui le remplace, mais avec beaucoup d'efficacité. On passe un excellent moment. C'est donc Arabesque, et c'est édité au ESC Édition. Merci Samuel de m'avoir accompagné dans cette émission. La semaine prochaine, on parlera de 2 films. Alors, le premier, c'est Three Billboards, Les panneaux de la vengeance, de Martin McDonough, qui est vraiment précédé d'une réputation flatteuse. Il vient d'obtenir... il a obtenu 4 Golden Globes, dont le meilleur film dramatique, le meilleur scénario et la meilleure comédienne, meilleur comédien. Voilà. Et second rôle très mérité, on en parlera, et c'est un bon signe pour les Oscars. Oui, il est bien parti. Il est bien parti, donc voilà. Et le deuxième, c'est In the Fade, de Fatih Akin, qui a valu à son interprète principal le prix d'interprétation au Festival de Cannes. On verra ce qu'on en pense la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, et en effet, à la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.